Bonjour et bienvenue pour cette 12e leçon d'initiation à la programmation Arduino pour débutants. Le projet que nous allons développer au cours de cette 12e leçon t'apprendra comment réaliser un compteur numérique ascendant-descendant commandé par des boutons poussoirs reliés à une carte Arduino. Comme ce projet fait suite à la leçon précédente, nous allons démarrer cette leçon avec les mêmes bases matérielles que ceux présentés dans la leçon 11. Comme pour tous nos projets CPAD, ce projet ne fait pas exception. Tu peux le télécharger à partir du lien contenu dans la description au bas de cette vidéo. Cette option t'offre un projet terminé contenant bien plus d'informations sous forme de commentaires à chaque niveau de son développement que la vidéo elle-même. En effet, cela en fait un outil pédagogique beaucoup plus détaillé. Installez-vous bien confortablement, car cette leçon déborde de nouvelles fonctions à étudier. Pour les débutants, fidèles à notre chaîne, qui ont suivi la leçon 11, vous allez reconnaître ce projet qui au début pouvait passer pour de la redondance. Pour faire une suite logique, nous avons décidé de démarrer cette leçon 12 avec ce même projet. Cependant, pour les besoins de cette leçon, je vais ajouter quelques composantes en respectant les mêmes consignes que dans la leçon précédente. En commençant par ajouter deux LED, une rouge et une bleue. Ici j'ai relié la LED rouge à la broche 8, puis la LED bleue à la broche 10. Sans attendre, je vais dans l'entête déclarative pour déclarer ces ajouts. Ensuite, je me dirige dans la fonction Setup pour assigner le mode Output à ces deux nouvelles broches. Faites attention à bien respecter la syntaxe utilisée dans l'entête déclarative. De retour dans l'entête déclarative, tu peux constater que j'ai déjà assigné le nom « bouton Select » à mon premier bouton poussoir que j'ai relié à la broche 13. Ce bouton poussoir, comme son nom l'indique, me permettra de sélectionner, dans ce projet, les pages d'un menu que je développerai un peu plus tard. Mais pour l'immédiat, je me dirige vers la fonction Setup pour lui assigner le mode Input. Encore de retour dans l'entête déclarative, pour visualiser les instructions concernant trois tableaux de caractères spéciaux. Ils ont été créés grâce à l'API présentée dans la leçon précédente. Le premier caractère est une flèche pointant vers le haut et se nomme Up. Le second est une flèche pointant vers le bas et se nomme DN, pour Down. Le troisième représente un soleil. Ces trois caractères personnalisés seront affichés lorsque demandés. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, il ne suffit pas de déclarer ces tableaux. Il faut aussi les créer. C'est-à-dire, convertir ces tableaux en un seul caractère.
Dans la leçon précédente, j'avais créé une fonction personnalisée nommée ini-createChar pour les regrouper dans une et même fonction appelée par la fonction loop. Lorsque l'on a une programmation légère, ça ne pose pas de problème, mais lorsque le programme est plus lourd, cette approche a l'inconvénient de ralentir l'exécution du programme car elle est rappelée à chaque retour à la fonction loop. Pour remédier à cet inconvénient, il suffit de créer ces caractères une seule fois en passant par la fonction setup, qui ne sera lue qu'une seule fois au démarrage. Avant d'aller plus loin, nous allons reprendre avec plus de précision et en détail chacune des étapes du développement de ce projet. Entre-temps, j'ai déjà ajouté toutes les lignes de code pour réaliser, corriger et tester ce projet, ce qui va te permettre de suivre chacune des étapes de la programmation et de mieux comprendre le comment et le pourquoi de chaque ligne de code. Commençons. Ici nous sommes dans l'entête déclarative de l'environnement de développement intégré de Tinkercad. C'est facultatif mais il est d'usage de commencer par nommer le projet en cours de développement. Il va sans dire qu'une des composantes utilisées dans ce projet est un écran LCD, on commence donc par l'ajout de la bibliothèque de commandes associée à la composante Liquid Crystal. Cette bibliothèque permet la communication avec des écrans à cristaux liquides, LCD, alphanumériques. Elle permet à une carte Arduino de contrôler les écrans Liquid Crystal, LCD, basés sur le chipset Hitachi HD 44780, ou un jeu de puces compatible que l'on trouve sur la plupart des écrans LCD à base de texte. La bibliothèque fonctionne en mode 4 ou 8 bits, c'est-à-dire en utilisant 4 ou 8 lignes de données, en plus des lignes de contrôle RS, Enable et, éventuellement, RW. Cette bibliothèque est compatible avec toutes les architectures, vous devriez donc pouvoir l'utiliser sur toutes les cartes Arduino. La toute première variable à déclarer est de type Liquid Crystal et se nomme LCD. Elle est suivie d'une paire de parenthèses qui contiennent 6 paramètres. Ces 6 paramètres correspondent aux broches d'entrée-sortie numérique de la carte Arduino. Cette première ligne de code permet d'établir les connexions de l'afficheur à l'Arduino. Le détail des connexions est énuméré plus bas. Ainsi, la première broche LCD en partant de la gauche est étiquetée GND ou TER, rejoint la broche GND de l'Arduino. La deuxième broche LCD est étiquetée VCC ou alimentation, rejoint la broche d'alimentation en 5 volts de l'Arduino. La troisième broche LCD est étiquetée VO et la broche correspondant au contraste d'affichage, elle rejoint la broche GND de l'Arduino. On relie cette broche à la masse pour obtenir un maximum de contraste. Dans une leçon future, nous allons expliquer comment utiliser un potentiomètre pour ajuster le contraste de l'affichage. La quatrième broche LCD est étiquetée RS pour Register Select ou sélection du registre rejoint la broche d'entrée-sortie numérique D12 de l'Arduino. La cinquième broche LCD est étiquetée RW pour Read, Write ou lecture, écriture rejoint la broche GND de l'Arduino. La sixième broche LCD est étiquetée E pour Enable ou activation rejoint la broche d'entrée-sortie numérique D11 de l'Arduino. Jusqu'à maintenant nous avons toujours utilisé le mode à 4 bits en utilisant les 4 broches de données D4, D5, D6 et D7. Éventuellement nous en viendrons à explorer le mode 8 bits en utilisant les broches D0 à D7. Donc pour le mode à 4 bits, nous relions la broche de données D4 à la broche numérique 5, D5 à la broche numérique 4, D6 à la broche numérique 3 et D7 à la broche numérique 2 de l'Arduino. La broche suivante est étiquetée LED+, correspond à l'anode dédiée au LED du rétroéclairage de l'écran. Elle est reliée en passant par une résistance de protection de 220 ohms à l'alimentation de 5 volts provenant de l'Arduino. Et la dernière broche LED-, correspondant à la cathode du rétroéclairage, elle rejoint la broche GND de l'Arduino. Nous arrivons maintenant à la partie déclaration des variables de type integer. Je remarque que tu as ajouté le mot-clé « const » avant le type « int ». Qu'est-ce que ça change ? Le mot-clé « const » signifie constante. C'est un qualificatif de variable qui modifie le comportement de la variable, rendant une variable en lecture seule. Cela signifie que la variable peut être utilisée comme n'importe quelle autre variable de son type, mais sa valeur ne peut pas être modifiée. Vous obtiendrez une erreur de compilation si vous essayez d'affecter une valeur à une const variable. Les constantes définies avec le mot-clé const
obéissent aux règles de portée des variables qui régissent les autres variables. Ceci, et les pièges de l'utilisation de #define, font du mot-clé const une méthode supérieure pour définir des constantes et sont préférables à l'utilisation de #define. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais tu peux poursuivre. Probablement que c'est parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'étudier et utiliser #define. Sans trop vouloir entrer dans les détails pour aujourd'hui, parce que nous verrons tout ça plus tard, la différence entre l'utilisation de #define et const, je dirais simplement que c'est une question concernant la consommation de la mémoire par le programme. Pour un petit projet comme celui-ci, ça ne fait pas une différence significative. D'accord, c'est un peu plus clair. Maintenant, si nous revenons à nos variables à déclarer concernant nos 3 LED et nos 3 boutons poussoirs. Nos 3 LED ainsi que nos 3 boutons poussoirs sont déclarés comme des constantes de type integer. LED-R est égal à 8, ce qui signifie que la broche numérique D8 est utilisée pour connecter la LED rouge, la LED verte est connectée à la broche D9 et la LED bleue est connectée à la broche D10 de l'Arduino. Le bouton Select est relié à la broche D13, le bouton moins à la broche D6 et le bouton plus à la broche D7. L'étape suivante consiste à déclarer 3 autres variables de type integer. Rappelle-nous qu'est-ce que c'est qu'une variable de type integer? Les variables de type integer ou entier en français sont des nombres entiers. Les entiers sont votre principal type de données pour le stockage des nombres. Sur l'Arduino Uno et d'autres cartes basées sur ATmega, un entier stocke une valeur de 16 bits ou 2 octets. Cela donne une plage de -32 768 à 32 767, valeur minimale de -2 puissance 15 et valeur maximale de 2 puissance 15, -1. Sur les cartes basées sur Arduino DU et SAMD, comme MKR, 1000 et 0, un entier stocke une valeur de 32 bits, 4 octets. Cela donne une plage de -2 147 483 648 à 2 147 483 647, valeur minimale de -2 puissance 31 et valeur maximale de 2 puissance 31, -1. L'Arduino s'occupe de traiter les nombres négatifs pour vous, afin que les opérations arithmétiques fonctionnent de manière transparente de la manière attendue. Là, je t'avoue que je me sens assez perdu. Il ne faut surtout pas stresser avec ces détails. Nous aurons l'occasion de revoir tout ça au fur et à mesure que nous évoluerons dans notre apprentissage. Je reconnais qu'à ce stade cela fait beaucoup d'informations et qu'il est inutile d'essayer de tout retenir du premier coup. Nous aurons maintes occasions de revenir sur ces sujets. D'autant plus qu'il nous reste encore bien des choses à explorer. Tu sais, comme on dit souvent, le voyage est aussi important sinon plus intéressant que la destination. Les 3 variables suivantes sont de type integer. La variable select menu est égale à 1. C'est sa valeur par défaut au démarrage du programme, elle mémorisera le numéro de la page du menu. La variable compteur est égale à 0, comme son nom l'indique, compteur mémorisera le compte du nombre de fois que les boutons plus et moins ont été pressés. La dernière variable de type integer nommée pose, pour position, sera utilisée dans 3 instructions lcd.setCursor pour positionner le curseur. Cela est très facultatif et j'aurais très bien pu m'en passer, mais je voyais là une occasion de montrer comment nous pouvons remplacer un paramètre fixe par une variable. Cela sera très utilisé dans les prochaines leçons. Toujours dans l'entête déclarative et compte tenu du fait que dans la leçon précédente nous n'en avons fait qu'un rapide survol, ici je vais offrir un peu plus de détails concernant la création de tableaux utilisant 2 types de variables, soit le type byte et le type char. Tout d'abord, je préciserai qu'un tableau est une collection de variables auxquelles on accède avec un numéro d'index. Les tableaux dans le langage de programmation C++ dans lesquels les esquisses Arduino sont écrites peuvent être compliquées, mais l'utilisation de tableaux simples est relativement simple. Ici, nous avons déclaré 8 tableaux utilisant le type de données, byte ou octet. Un byte ou octet stocke un nombre non signé de 8 bits, de 0 à 255. Smiley est le nom donné à l'un de ces tableaux. La valeur 8 entre les crochets signifie que le tableau contient 8 éléments et que l'indice 7 est le dernier élément puisque 0 est le premier. La paire d'accolades contient chaque élément séparé par une virgule. Pour concevoir vos propres caractères, vous devrez créer une matrice binaire de votre caractère personnalisée à partir d'un générateur de caractères LCD, ou vous pouvez la mapper vous-même.
Ici, nous avons créé 8 matrices binaires générant 8 caractères personnalisés. La première matrice binaire occupera le byte 0 et se nomme up arrow. Elle dessine une flèche pointant vers le haut. Le byte 1, nommé dn arrow, dessine une flèche pointant vers le bas. Le byte 2 dessine un soleil. Le byte 3, notre smiley. Le byte 4, un cœur. Le byte 5, une cloche. Le byte 6, un fantôme. Et finalement le byte 7 nommé home, dessine le symbole oméga. Il est facile de créer une matrice binaire. En utilisant un générateur de caractères personnalisé en ligne, il vous suffira de cliquer sur quelques pixels pour former un dessin. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez simplement copier le code généré automatiquement dans votre esquisse Arduino. Vous pouvez concevoir votre caractère personnalisé en copiant ce lien dans votre navigateur ou en cliquant sur celui que nous avons ajouté dans la description au bas de cette vidéo. De retour dans notre en-tête déclarative, nous allons explorer un autre type de tableau, cette fois en utilisant des variables de type char pour créer des tableaux de chaînes de caractères. Char est un type de données utilisé pour stocker une valeur de caractère. Les littéraux de caractères sont écrits entre guillemets simples, comme ceci. Pour plusieurs caractères ou chaînes, utilisez des guillemets doubles. Cependant, les caractères sont stockés sous forme de nombres. Vous pouvez voir l'encodage spécifique dans le tableau ASCII. Cela signifie qu'il est possible de faire de l'arithmétique sur des caractères dans lesquels la valeur ASCII du caractère est utilisée. Par exemple, A plus 1 a la valeur 66, puisque la valeur ASCII de la lettre majuscule A est 65. La taille du type de données char est d'au moins 8 bits. Il est recommandé de l'utiliser uniquement pour stocker des caractères. Pour un type de données non signé d'un octet, c'est-à-dire à 8 bits, utilisez le type de données byte. Ici, j'ai déclaré 3 tableaux de chaînes de caractères en utilisant le type de données char. Le premier est nommé titre et contient 4 éléments. Le premier élément correspond à l'index 0 et il est vide car il ne sera jamais appelé. Le deuxième élément correspond à l'index 1, il contient le numéro et le titre de la première page du menu principal. Le troisième élément correspond à l'index 2, il contient le numéro et le titre de la deuxième page du menu. Le quatrième élément correspond à l'index 3,
il contient le numéro et le titre de la troisième page du menu principal. Comme tu t'en doutes déjà, ce premier tableau sert à stocker les informations qui seront affichées sur la première ligne de l'écran LCD indiquant quelle page du menu est sélectionnée à chaque fois que l'on presse sur le bouton Select. Nous verrons un peu plus loin et en détail les instructions permettant de le faire. Les deuxième et troisième tableaux, nommés Liste et Formule, fonctionnent exactement de la même manière. À la seule différence près, qu'ils correspondent à des sous-menus et seront affichés sur la deuxième ligne de l'afficheur LCD, ils seront sélectionnés grâce au bouton plus et bouton moins. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne notre en-tête déclarative. Après l'en-tête déclarative, la fonction Setup est appelée lorsqu'une esquisse démarre. Utilisez-la pour initialiser des variables, épingler des modes, commencer à utiliser des bibliothèques, etc. La fonction Setup ne s'exécutera qu'une seule fois, après chaque mise sous tension ou réinitialisation de la carte Arduino. La première ligne de code dans la fonction Setup est lcd.begin. La fonction begin, comme toutes les fonctions précédées de la variable lcd, sont des fonctions provenant de la bibliothèque Liquid Crystal. La fonction begin, comme toutes les fonctions en C++, est suivie d'une paire de parenthèses. La plupart du temps, ces parenthèses sont prévues pour contenir un ou plusieurs paramètres prédéfinis. Dans le cas de la fonction begin, deux paramètres séparés par une virgule initialisent le nombre de colonnes et de lignes affichées à l'écran LCD. Cette fonction doit impérativement être placée au tout début, avant toute autre fonction dédiée à l'écran LCD. On parle ici d'un écran capable d'afficher 16 caractères sur 2 lignes. Les écrans LCD 16:2 sont les plus utilisés. Bien sûr, il existe d'autres tailles comme 16:1, 16:4, 20:4, etc. Mais elles fonctionnent toutes sur le même principe. En outre, ces écrans LCD peuvent avoir une couleur de fond et de texte différente. Merci pour cette précision. Je poursuis avec l'instruction suivante, lcd.print. La fonction print permet d'afficher ce qui est contenu entre sa paire de parenthèses. Il peut s'agir de la valeur d'une variable ou, comme c'est le cas ici, d'une chaîne de texte tel qu'il a été écrit entre une paire de doubles guillemets. Notez qu'il est à éviter d'utiliser des caractères composés, c'est-à-dire accentués ou du genre ccdi. L'instruction suivante, lcd.setCursor, incluant les paramètres 0,1, la fonction setCursor place le curseur sur la colonne 0 à la ligne 1. Note bien ceci, le comptage des colonnes et des lignes commence toujours par 0. Ainsi, 0 est la position du premier caractère, et 1 place le curseur sur la deuxième ligne. Autrement dit, la position des 16 caractères est définie par les valeurs de 0 à 15 et celle des lignes, de 0 à 1, ou de 0 à 3 pour les écrans 16:4. C'est bien ça. Mais que se passe-t-il si j'omets d'utiliser la fonction setCursor avant la fonction print? Eh bien, par défaut la position du curseur est égale à la colonne 0, sur la ligne 0, ce qui implique que la fonction print écrira le texte au tout début de la première ligne. Et si elle est suivie par une autre instruction print sans la fonction setCursor? Dans ce cas, la valeur par défaut de la position du curseur est égale à la position du dernier caractère imprimé, plus 1. Ce qui veut dire que l'impression se fera immédiatement à la suite de la précédente. Ceci précisé, après avoir placé le curseur au début de la deuxième ligne, l'instruction suivante imprime le texte « Leçon 12 » au tout début de la deuxième ligne. Ensuite, la fonction delay marque une pause de 2000 millisecondes avant d'exécuter l'instruction suivante lcd.clear, qui a pour fonction d'effacer la totalité de ce qui est affiché à l'écran avant de poursuivre les 4 prochaines lignes d'instruction qui répètent les 4 précédentes, en modifiant tout simplement le texte affiché, pendant 2 autres secondes avant d'être à nouveau effacé avant de poursuivre l'initialisation. Poursuivons. Dans l'entête déclarative, nous avions déclaré la présence de 3 LED et de 3 boutons poussoirs, tous reliés à des broches d'entrée-sortie numérique de l'Arduino. Depuis, chacune de ces broches porte un nom de variable remplaçant le numéro de chaque broche utilisée. Or, chacune de ces broches peuvent être utilisées selon 2 modes. Nous devons maintenant assigner un de ces modes à chaque broche. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction pinMode. La fonction pinMode configure la broche spécifiée pin pour qu'elle se comporte soit comme une entrée numérique avec le mode input, soit comme une sortie numérique avec le mode output. Respecte bien la syntaxe de toute fonction.
Ainsi, les trois instructions suivantes, correspondant aux LED rouge, verte et bleue, initialise, assigne, définit ou si tu préfères, épingle le mode output à leurs broches respectives 8, 9 et 10. Les trois instructions suivantes concernent les boutons poussoirs, en assignant le mode input aux broches 13, 6 et 7. Maintenant, avant d'en terminer avec la fonction setup, il ne nous reste qu'à créer nos 8 caractères personnalisés déclarés dans l'entête déclarative. Pour créer vos propres caractères personnalisés, en plus de créer vos matrices binaires, vous aurez besoin de la fonction lcd.createChar. Comme on l'a déjà vu dans la leçon précédente, chaque caractère d'un panneau LCD 16 par 2 a une largeur de 5 pixels et une hauteur de 8 pixels. Jusqu'à 8, de 0 à 7 caractères personnalisés différents peuvent être définis dans un seul programme. Certains développeurs prétendent que l'on peut en créer plus que 8 et c'est vrai dans certains cas, mais généralement, c'est à éviter car il pourrait arriver qu'en dépassant ce nombre vous risquez d'écraser l'espace mémoire réservé pour des caractères existant déjà dans le tableau ASCII. Cela pourrait dans le moins pire des cas provoquer des résultats non désirés ou plus probablement provoquer des bugs difficiles à repérer. Après avoir créé une fonction setup, qui initialise et définit les valeurs initiales, la fonction loop fait exactement ce que son nom suggère et boucle consécutivement les lignes d'instructions qu'elle contient permettant à votre programme de changer et de répondre. Utilisez-la pour contrôler activement la carte Arduino. La fonction loop est le cœur du programme, toute une programmation pourrait être contenue dans cette seule et même fonction principale. Son rôle est de lire et d'exécuter chaque ligne d'instruction, les unes après les autres, de la première à la dernière et recommence encore et encore cette boucle tant et aussi longtemps que l'Arduino est alimenté. Personnellement, à moins qu'il ne s'agisse que d'une très simple programmation n'ayant qu'un seul ou très peu d'instructions, je préfère créer autant de fonctions personnalisées que d'objectifs pour regrouper toutes les instructions ayant le même objectif dans une fonction personnalisée à laquelle je donne un nom significatif aux instructions et au rôle qu'elle aura dans le programme. Pour exemple, dans ce projet, j'ai créé 3 fonctions personnalisées dans le but de regrouper par bloc les instructions remplissant un rôle précis correspondant au nom de la fonction. La première fonction personnalisée, je l'ai appelée « menu ». Pas besoin d'envoyer un SMS à Einstein pour lui demander ce que lui inspire une fonction nommée menu, il va te faire une grimace. La fonction menu, suivie d'une pause de 100 millisecondes, sont les 2 seules instructions contenues dans la fonction loop. Ainsi, la fonction menu est appelée environ 10 fois par seconde. Cette fonction commence par vérifier l'état du bouton Select, gère les 3 LED, assigne 3 pages et initialise le menu en affectant une valeur à la variable Select Menu. Et, juste avant la fin de cette fonction, elle appelle consécutivement les 2 autres fonctions personnalisées que nous verrons en détail un peu plus loin. La première instruction exécutée dans la fonction menu commence par « if ». L'instruction « if » fait partie des structures de contrôle dans tous les langages de programmation. Elle recherche une condition et exécute l'instruction ou l'ensemble d'instructions suivantes si la condition est vraie. Note la syntaxe. If est obligatoirement suivi d'une paire de parenthèses contenant une condition et est généralement suivi d'une paire d'accolades contenant les lignes d'instruction à exécuter si, et seulement si, la condition est vraie. Tu as bien dit, généralement suivi d'une paire d'accolades ? Exactement. En fait, on peut se passer des accolades s'il n'y a qu'une seule instruction ou fonction à exécuter lorsque la condition est vraie. Le point-virgule placé à la fin de l'instruction ou de la fonction marque la fin de la structure de contrôle et passe à la ligne suivante. Mais s'il y a plus d'une instruction, nous les regroupons toutes dans une paire d'accolades afin qu'elles soient toutes exécutées, les unes après les autres avant de quitter la structure de contrôle if pour passer aux lignes d'instruction suivantes. D'accord, je comprends. Mais c'est quoi la condition contenue entre les parenthèses de if qui déclenche ou pas l'exécution des instructions contenues dans les accolades ? Justement, j'allais y arriver. La condition est une expression booléenne, c'est-à-dire qu'elle peut être vraie ou fausse. Dans l'exemple qui suit, ces 3 expressions booléennes sont valides. La valeur 0 est égale à low, pour l'état bas ou false lorsque la condition est fausse, et la valeur 1 est égale à high pour l'état haut, ou true, lorsque la condition est vraie. Donc si j'ai bien compris, ces 3 lignes d'instruction arrivent exactement au même résultat ? Absolument. Elle vérifie par la fonction digital read l'état du bouton select. S'il est pressé, la valeur retournée par digital read est égale à 1, ou à high, ou à true.
Ces trois valeurs sont équivalentes. Si je reprends là où j'en étais, la première ligne de code contenue dans ma fonction menu vérifie si c'est vrai que le bouton Select est égal à I ou pressé. Elle exécute les instructions contenues entre les accolades qui contiennent cette première instruction. J'utilise la variable Select menu accompagnée de l'opérateur composé ++. Cette instruction incrémente de 1 la valeur de la variable Select menu à chaque fois que le bouton Select est pressé et passe à l'instruction suivante, qui est aussi une condition if. Cette fois, if vérifie si la valeur de la variable Select menu est supérieure ou égale à 4. Si c'est vrai, la valeur de Select menu revient à 1. Le rôle de cette instruction est de limiter à 3 le nombre de pages qui seront accessibles au menu. Toujours dans la fonction personnalisée menu, l'instruction switch case, qui suit la structure de contrôle if, est aussi une structure de contrôle et j'avoue qu'elle est ma préférée. Une instruction if te permet de choisir entre deux options discrètes, true ou false, vrai ou fausse. Lorsqu'il y a plus de deux options, tu peux utiliser plusieurs instructions if ou utiliser l'instruction switch. Switch te permet de choisir entre plusieurs options discrètes. Ce didacticiel te montre comment l'utiliser pour basculer entre les trois pages du menu. Comme les instructions if, switch case contrôle le flux des programmes en permettant au programmeur de spécifier un code différent qui doit être exécuté dans diverses conditions. En particulier, une instruction switch compare la valeur d'une variable aux valeurs spécifiées dans les instructions case. Lorsqu'une instruction case est trouvée dont la valeur correspond à celle de la variable, le code de cette instruction case est exécuté. Le mot-clé break quitte l'instruction switch et est généralement utilisé à la fin de chaque cas. Sans instruction break, l'instruction switch continuera à exécuter les expressions suivantes, following through, jusqu'à ce qu'une pause ou la fin de l'instruction switch soit atteinte. Observe bien la mise en place et la syntaxe de ce type de structure de contrôle. Elle reviendra très souvent. Tout d'abord, l'instruction switch s'écrit en minuscules et est suivie d'une paire de parenthèses contenant une variable et d'une paire d'accolades contenant l'ensemble des cases au nombre de valeurs possibles offertes par la variable. L'instruction case s'écrit aussi en minuscules et est suivie d'une première valeur possiblement égale à la variable et de 2 points. Après ces 2 points, on place toutes les instructions à exécuter si la valeur de cette case correspond à la variable associée à cette switch. On termine, ou si tu préfères, referme cette case avec l'instruction break suivie d'un point-virgule. Dans le cas où il pourrait arriver qu'aucune des cases ne correspond à la variable, tu peux ajouter l'instruction default. Elle exécutera les instructions contenues dans cette case si aucune correspondance n'est valide. Généralement, dans la case nommée default, on se contente uniquement de l'instruction break, qui oblige la sortie immédiate de l'instruction switch à laquelle elle appartient. Voyons en pratique comment j'ai utilisé ces informations. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la première instruction if permettait de vérifier l'état du bouton Select, tout en attribuant une valeur de 1 à 3 à la variable Select menu à chaque pression du bouton Select. Maintenant, j'utilise l'instruction switch pour vérifier la valeur de la variable Select menu et commuter vers la case correspondant à cette valeur. Rappelons-nous que dans l'entête déclarative, j'ai déclaré que la variable Select menu était de type integer et que sa valeur par défaut était égale à 1. Donc, en toute logique, au démarrage du programme et à l'appel de la fonction menu, la valeur de select menu est encore égale à 1. Ce qui implique automatiquement que ce sont les 5 lignes d'instruction contenues dans la case égale 1 qui sont exécutées. La première ligne écrit la valeur I à la LED rouge. La LED rouge s'allume témoignant que nous sommes à la page 1 du menu. Les 2 lignes suivantes écrivent la valeur low aux 2 autres LED. Ensuite, l'instruction delay marque une pause de 50 millisecondes, puis passe à l'instruction break, qui quitte l'instruction switch, qui a pour effet de sauter par-dessus les autres cases et d'aller directement aux 3 lignes d'instruction suivantes. Soit la fonction fn compteur, qui appelle cette fonction personnalisée, puis la fonction display, qui sont toutes deux des fonctions personnalisées que nous verrons plus en détail un peu plus loin. Et finalement la dernière instruction, delay, qui marque une pause de 150 millisecondes avant de quitter la fonction menu et retourner dans la fonction loop.
Je pense inutile de détailler comment se comportent les deux autres cases puisque les seules différences déterminent quelle LED s'allume pour indiquer la page du menu principal est sélectionnée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais voir ce projet en action en associant le code de la fonction menu et son exécution. Rien de plus simple, juste à fermer l'éditeur et démarrer le programme. Lorsque j'ai copié le projet grâce au lien que tu as placé dans la description de cette vidéo et que je suis allé visualiser l'interminable page de programmation dans l'éditeur de code, j'ai tout de suite stressé. Je me suis dit, il est fou, ce n'est pas du tout à la portée d'une débutante comme moi. Je te comprends, ça impressionne quand on ne fait qu'un survol rapide de l'ensemble du programme. Mais jusqu'à maintenant je n'ai fait que réviser des sujets qu'on a déjà explorés dans les 11 leçons précédentes. La seule vraie différence c'est que j'ai ajouté beaucoup de texte sous forme de commentaires afin que tu puisses y revenir au besoin. Considère cette leçon comme étant une banque de connaissances qui révise en détail tout ce qu'on a déjà appris depuis le début. Oui, c'est vrai et c'est bien pratique. Au démarrage du programme, l'entête déclarative est compilée et mémorise toutes les variables déclarées. Ensuite, c'est la fonction setup qui est compilée et initialise les variables, épingle les modes et exécute les lignes de code. Dans ce projet, ces lignes affichent le numéro de la production et celui de la leçon pendant 2 secondes, remplace ce texte par le numéro de la leçon et le nom du projet pour 2 secondes et lance la fonction loop qui appelle en boucle la fonction menu qui initialise le menu. À chaque pression du bouton Select, la page change en affichant le numéro de la page et son titre. Après la page 3, nous revenons à la page 1 qui active la fonction fn compteur. À chaque fois que l'on presse le bouton Select, la valeur de Select menu s'incrémente de 1 jusqu'à 3 et revient à 1. Étant donné que les fonctions menu, fn compteur et display tournent en boucle avec la fonction loop, lorsque l'on maintient les boutons poussoirs enfoncés, l'incrémentation se poursuit sans interruption apparente à la fréquence déterminée par la somme de toutes les instructions delay rencontrées dans chacune des fonctions. Es-tu satisfaite de cette démonstration? Oh que oui, j'ai très hâte de voir la suite. Alors, poursuivons. Nous arrivons maintenant à la fonction personnalisée nommée fn compteur. Cette fonction gère la valeur de la variable compteur en réaction à la pression du bouton plus ou du bouton moins. J'aurais très bien pu utiliser des structures de contrôle if pour chacun des boutons plus et moins comme je l'ai fait pour le bouton select, mais j'ai opté pour des instructions switch pour l'aspect apprentissage et démontrer que l'on peut utiliser l'un comme l'autre. Je débute donc avec l'instruction switch contenant la fonction digital read affectée au bouton plus. Cette ligne d'instruction vérifie en boucle l'état du bouton plus et commute vers la case correspondante à son état. Ici, nous n'avons que 2 valeurs possibles, low ou high. Dans le cas où le bouton plus est pressé, le commutateur switch vers la case égale à high et le programme exécute les instructions de cette case jusqu'au mot-clé break et quitte cette structure de contrôle pour passer à la prochaine. La première instruction contenue dans la case high est le nom de la variable compteur accompagné de l'opérateur composé ++. Cette instruction a pour effet d'incrémenter de 1 la valeur de la variable compteur. C'est la façon la plus simple de créer un compteur ascendant. La ligne suivante contrôle si la variable select menu est égale à 1, le programme exécute les instructions contenues entre ces accolades. Ces instructions sont lcd.setCursor 4,1, elle déplace le curseur à la 5e position de la 2e ligne de l'afficheur, puis lcd.write écrit à cette position le byte 0, qui correspond au premier caractère personnalisé représentant une flèche pointant vers le haut mais seulement si nous sommes à la page 1 du menu principal. L'instruction break quitte ce commutateur en ignorant la case low. Cependant, lorsque le bouton plus n'est pas pressé, ou dès qu'il est relâché son état est égal à low, et ce sont les instructions contenues dans la case low que le programme exécute en s'assurant que le curseur est à la 5e position de la 2e ligne, et l'instruction lcd.print, contenant une paire de guillemets séparés d'un espace vide, aura pour effet d'effacer la flèche dès qu'on relâche le bouton plus. Ensuite nous arrivons à la partie du compteur descendant. Je pense inutile de détailler ce prochain groupe d'instructions car ils répètent les mêmes actions mais réagissent au bouton moins. Les 3 seules différences ciblent premièrement
l'opérateur composé --, associé à la variable compteur, qui décrémente de 1, la valeur de la variable compteur à chaque pression du bouton -, ou en boucle, lorsqu'il est maintenu pressé. La seconde différence cible la position du curseur, et le caractère personnalisé à écrire qui correspond au byte 1, représentant une flèche pointant cette fois vers le bas. Les deux dernières lignes d'instruction définissent une plage minimale et maximale de la valeur de la variable compteur se situant entre 0 et 100. Je crois superflu de préciser que l'on peut agrandir cette plage dans les deux sens pour obtenir des valeurs négatives et positives à l'infini en supprimant tout simplement ces deux lignes, ou en leur attribuant d'autres valeurs, par exemple de -256 à +256, pour obtenir une plage comprise entre -255 à +255. Cependant, je crois important de préciser que la variable compteur ne servira pas uniquement d'exemple pour le fonctionnement d'un compteur ascendant-descendant comme dans la page 1 du menu, mais aussi, la valeur de la variable compteur sera utilisée pour gérer les sous-menus affichés sur la deuxième ligne de l'écran LCD pour les pages 2 et 3 du menu principal. Nous voilà rendus à explorer la toute dernière fonction personnalisée de ce projet, mais avant d'entreprendre l'étude détaillée de cette fonction en particulier, je crois bon de revenir sur quelques notions de base concernant la syntaxe d'une fonction. Reprenons pour exemple cette fonction bien simple. Digital Read, bouton Select. Les fonctions ont plusieurs rôles. Tout d'abord, elles permettent de faciliter la vie du programmeur. Une bibliothèque de fonctions est fournie avec l'éditeur de développement Arduino, communément appelé l'IDE, et elles permettent de manipuler facilement les entrées-sorties et les autres dispositifs du microcontrôleur. Une fonction comme celle-ci et nombreuses autres en font partie. Son rôle est de retourner la valeur numérique lue de l'argument contenu entre ces parenthèses. Remarquez bien la syntaxe. Le nom de cette fonction est Digital Read, qui signifie lecture numérique, et, comme toute fonction, elle est suivie d'une paire de parenthèses qui contient un argument et se termine par un point-virgule. Cet argument correspond au numéro de la broche de l'Arduino qui est ciblé. Dans ce cas-ci, l'argument est bouton Select. Il correspond au numéro de la broche 13, dû au fait que nous l'avons nommé ainsi dans l'entête déclarative. J'aurais une question. Je t'écoute. Pourquoi se donner la peine de déclarer des noms de variables pour renommer une broche de l'Arduino si on peut tout simplement utiliser directement le numéro de la broche ciblée comme argument dans une fonction? C'est une très bonne question. En réalité, oui, nous pourrions nous passer de déclarer des noms de variables et se contenter des numéros de broche. Comme ici, si nous remplaçons l'argument bouton Select par 13, cela ne ferait aucune différence si ce n'est qu'alléger le nombre de lignes de code et l'espace mémoire utilisé pour ces déclarations. Alors je répète ma question, pourquoi le faire? On le fait pour la bonne raison qu'il est beaucoup plus facile de se souvenir des noms donnés aux broches que de leurs numéros, surtout lorsque nous utilisons plusieurs broches, car généralement le nom que l'on donne à une broche correspond à la composante à laquelle cette broche est connectée. Ainsi, peu importe où tu te situes dans le développement de ta programmation, tu n'es pas obligé d'aller vérifier le montage pour te souvenir des numéros des broches que tu as utilisées pour connecter tes composantes. Par exemple, te rappelles-tu quel numéro de broche que j'ai utilisé pour brancher les 3 LED? Non, pas vraiment. Mais tu te rappelles de LED R, LED V et LED B? Bien sûr, elles représentent la LED rouge, la LED verte et la LED bleue. Donc si tu rencontres la fonction digitalWrite 8,i qui écrit la valeur i à la broche 8, est-ce que cela te précise à quoi sert la broche 8? Non, pas vraiment, et cela m'obligerait dans ce cas à aller vérifier sur le schéma à quoi la broche 8 correspond? Exactement, et c'est pour éviter cette perte de temps qu'il suffit de lui donner un nom significatif dans l'entête déclarative. En écrivant digitalWrite LED R,i, tu sais automatiquement que cette fonction fera allumer la LED rouge. Aussi, s'il t'arrive de partager ton projet avec d'autres programmeurs, ils sauront instinctivement, en parcourant tes lignes de code, qu'en rencontrant la variable LED R qu'il s'agit de la LED rouge. Bref, c'est pour nous simplifier la vie. Pour savoir sur quelle broche la LED rouge est connectée, tu n'as qu'à retourner voir dans l'entête déclarative. D'accord, je comprends très bien maintenant. C'était une question idiote. Oh là, un instant, rappelle-toi toujours cette citation. Il n'existe pas de question idiote, seulement une réponse idiote. L'idiot est celui qui se pose une question mais n'ose pas en connaître la réponse en la posant à voix haute de peur de montrer son ignorance aux autres. Tous autant que nous sommes, on est des débutants dans plein de domaines. C'est en posant des questions qu'on apprend. Alors n'hésite jamais à poser des questions. Ceci dit, j'ai perdu le fil d'où j'en étais rendu. Tu nous rappelais les bases à savoir,
Concernant les fonctions. Ah oui, c'est vrai. C'est donc pas drôle de vieillir. Ben non. Je voulais juste vérifier si vous aviez suivi. Revenons aux fonctions. Comme je l'ai démontré avec la fonction Digital Read, bouton Select, une fonction peut donc retourner une valeur, possède un nom et des arguments. La valeur retournée a un type, il est du même que l'argument contenu dans ses parenthèses. Si la fonction ne retourne aucune valeur, comme la fonction Setup et Loop, le type de retour est void qui signifie rien ou vide. Nous reviendrons avec plus de précision sur ce sujet et comment utiliser ces retours lors de leçons à venir. Pour revenir à notre projet, étudions la dernière fonction personnalisée que j'ai nommée Display. Cette fonction a la particularité de passer 2 arguments par référence. Il arrive assez fréquemment que la fonction doive modifier un ou plusieurs arguments afin que l'original le soit et non la copie. Cette fonction importe avec elle 2 arguments précis. Le premier est la valeur de la variable selectMenu, le deuxième est celle de compteur. Ce sont 2 variables de type integer et elles ont déjà été déclarées de façon globale dans la partie déclaration, ce qui veut dire qu'elles sont accessibles partout dans le programme contrairement aux variables locales que nous déclarons à l'intérieur d'une fonction. Les variables déclarées localement ne sont valides qu'à l'intérieur de la fonction où elles ont été déclarées. Sans trop entrer dans les détails car ce sera le sujet de la prochaine leçon, les fonctions comme les variables doivent être créées et déclarées. Lorsque nous déclarons une variable, on commence par lui associer un type, par exemple le type integer, puis nous la créons en lui donnant un nom, ensuite on lui attribue une ou des valeurs, ce sont ses arguments ou paramètres. C'est pareil pour les fonctions. Lorsque j'ai créé la fonction display, j'ai commencé par lui assigner un type de fonction. Note qu'il y a autant de types de fonctions que de types de variables. Ici, j'ai assigné le type void et lui ai donné le nom display. Entre ces parenthèses, j'ai déclaré 2 nouvelles variables de type integer séparées par une virgule. Ces 2 variables sont locales, elles ne sont valides qu'à l'intérieur de cette fonction. La première, nommée page, copie la valeur de la variable de même type selectMenu. La seconde, nommée valCounter, copie la valeur de compteur. Ces 2 arguments seront utilisés localement. Ce qui veut dire que même si je modifie les valeurs de page ou de valCounter, cela ne modifiera pas les valeurs des variables selectMenu et compteur. Il est d'usage, exactement comme pour une variable, que le nom donné à une fonction soit représentatif du rôle de cette fonction. Il peut être en anglais, en français, cela n'a pas d'importance. Dans notre projet, j'ai choisi « display », mais pour une fonction que vous créerez vous-même, c'est à vous de choisir le nom le plus judicieux rattaché à son utilité. Bien sûr, il y a quand même certaines règles de syntaxe à respecter. Pour résumer, car nous reverrons tout ça dans la prochaine leçon, le nom d'une fonction ne doit pas contenir d'accent, d'espace, ni symboles ou caractères spéciaux tels que des opérateurs. Ceci précisé, cette fonction est dédiée principalement à l'affichage du menu. Sur la première ligne de l'afficheur, contrôlée par le bouton Select, s'affiche le numéro et le titre de la page du menu. Sur la deuxième ligne, s'affichent les sous-menus contrôlés par les boutons plus et moins. Compte tenu du fait qu'au départ j'ai limité le nombre de pages à 3, j'ai utilisé la structure de control switch contenant la variable page et limité le nombre de cases à 3, soit une par page. Dès que la fonction display est appelée par la fonction menu, elle importe la valeur des variables globales selectMenu et compteur en les copiant respectivement dans les variables locales page et valCounter. La première instruction, lcd.setCursor, 0,0, place le curseur à la première position de la première ligne. L'instruction suivante, lcd.print contient entre ces parenthèses un paramètre particulier. Remarque la syntaxe de cette variable. On a la variable titre, suivie d'une paire de crochets contenant la variable page. On se rappelle avoir déclaré un tableau de chaîne de caractères nommé titre qui contenait 4 éléments accessibles grâce à leur index. Ici, la variable page correspond à l'index du tableau nommé titre. Le rôle de cette ligne d'instruction est donc d'afficher au début de la première ligne de l'afficheur la chaîne de caractères contenue dans le tableau titre correspondant au numéro de l'index de la page. Titre index 1, page 1. Titre index 2, page 2. Titre index 3, page 3. Ce qui m'amène au commutateur switch page. Comme on n'a que 3 pages, j'ai choisi de développer 3 cases qui contiennent chacune un bloc d'instructions à exécuter selon la page sélectionnée. Afin d'en terminer avec cette leçon qui a été bien assez longue, j'éviterai de détailler le contenu de ces 3 cases.
Je t'invite à te rendre sur le lien contenu dans la description au bas de cette vidéo te permettant de copier ce projet afin de consulter l'essentiel des détails pour chaque instruction que j'ai ajoutée sous forme de commentaires. Cela est, du moins je le crois, assez explicatif. En espérant que tu as aimé cette leçon, qu'elle t'a fourni assez de nouvelles connaissances pour l'avoir trouvée instructive et à la hauteur de tes attentes, si c'est le cas, Nous t'invitons à t'inscrire à notre chaîne si ce n'est déjà fait, à cliquer sur j'aime, à nous laisser tes commentaires afin que l'on puisse s'améliorer, et à partager cette vidéo. C'est ce qui nous motive à poursuivre dans cette direction. merci pour votre attention, au revoir et à très bientôt. Easy Weekend Project.